Schnapper, on va commencer avec vous. Vous êtes un habitué presque maintenant de ces rencontres. Vous êtes venu déjà il y a 4 ans avec nous. Vous nous aviez déjà parlé effectivement de la logistique urbaine et de l'optimisation de cette logistique urbaine. Ce matin, vous avez entendu comme moi Stéphane Sirjean qui a dit que finalement le camion, c'était pas forcément mal, c'était ses mots, quoi. Je pense que c'est une réflexion qui vous convient à vous chez Pomona. Oh ben, pas que chez nous et pas que chez Pomona, bien sûr. Il est clair que surtout ce que je crois qui a été dit, qui me paraît essentiel, c'est de retenir que les gros camions les mieux remplis possibles sont les plus performants. Tous les gens que ce soit les professionnels ou les académiques, tous les gens qui s'intéressent un peu au sujet arrivent à cette conclusion de bon sens, qui est d'ailleurs le pendant de cette réflexion de bon sens qui consiste à dire que le camion qui pollue le moins, c'est ni un camion électrique ni un camion au gaz, c'est le camion qui reste à l'entrepôt. Et pour qu'il y ait des camions qui restent à l'entrepôt, il faut que les autres soient le plus gros possible et les mieux remplis possible. Après, ça a été souligné, il n'en reste pas moins vrai que le degré d'acceptation sociale, j'allais dire, des camions est ce qu'il est. Et donc, il y a une obligation de rendre compatibles les deux visions qui ont été citées. J'ai beaucoup aimé cette expression de la sphère privée et de la sphère publique qui a été présentée tout à l'heure. Les enjeux des uns et des autres ne sont pas les mêmes, c'est sûr, mais est-ce qu'ils sont contradictoires pour autant? Je ne crois pas. Je crois d'autant moins que j'ai coutume de dire que dans le transport en général, dans le métier de grossiste en particulier, il n'y a pas grand mérite à être vertueux, parce que les enjeux environnementaux, les enjeux économiques sont dans le même sens, varient dans le même sens, donc on peut combiner les deux. Et il est clair que ça veut dire que l'enjeu public rejoint l'enjeu privé. Mais absolument. Et il est clair que quand on parle de qualité de vie pour les habitants ou d'attractivité des villes, personne ne peut dire qu'il est contre et personne ne peut. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver les moyens de rendre compatibles les enjeux des uns et des autres et d'essayer de continuer à faire preuve d'un peu de bon sens. Alors, on a entendu aussi Daniel Boudouin expliquer, ou c'était Thierry Allègre qui l'expliquait, qu'en fonction des configurations urbaines, les normes n'étaient pas les mêmes. Un gros camion, ça ne veut pas dire forcément la même chose à Paris, à Aix, à Marseille ou ailleurs. Comment vous arrivez, vous, à concilier tout ça pour avoir toujours le camion le plus gros et le mieux rempli dans chaque ville en fonction de chaque configuration politique? Bon, on n'y arrive pas. Ça se peut pas, donc on essaie. Soit d'abord on prend des contredanses parce qu'il faut quand même être conscient du fait qu'on prend beaucoup d'amendes, et puis ensuite on essaye de trouver les solutions les plus rationnelles possibles. On va discuter avec les villes. On arrive à obtenir parfois des dérogations, parfois par écrit, le plus souvent oral, ce qui ne couvre pas sur le plan juridique. Et on fait avec, mais on est bien obligé de trouver. Et dans les faits, il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans les faits, la taille des camions qu'on utilise a plutôt tendance à baisser sous l'effet nocif et regrettable de ces évolutions de réglementation. Donc, et il ne faut pas oublier, on parle des tailles de camions, mais il y a quelque chose qui est au moins aussi pernicieux, c'est les réductions de créneaux horaires. Quand une On ville, l'a évoqué un petit peu voilà. aussi, oui. Mais c'est d'un effet extrêmement puissant. Hein. C'est-à-dire que quand vous divisez par deux les horaires autorisés pour entrer dans une ville, quand vous passez là où vous étiez, je sais pas, de 7h à 11h, brusquement vous autorisez les camions que de 7h à 9h ou de 9h à 11h, ne vous faites aucune illusion, vous avez doublé le nombre de camions qui rentrent dans la ville. Hein. Donc c'est beaucoup plus efficace comme mesure encore que de réduire la taille des camions. Ça va très très vite pour augmenter les volumes de camions qui circulent. Donc il n'y a pas de solution unique, ça on le comprend bien. Ce qui est difficile, vous l'avez dit, c'est de s'adapter, de discuter avec les uns avec les autres. Et puis vous rencontrez dans les villes à la fois les élus, les services techniques. C'est pas forcément le même type de discussion, même si les services techniques des villes mettent en application la parole des élus en tout cas. Alors d'expérience, il est effectivement souvent plus facile et plus agréable et plus constructif de discuter avec les services techniques qu'avec les élus. Les services techniques ont une vision souvent très pragmatique des problèmes de circulation dans leur ville et donc on converge plus facilement avec eux. Avec les élus, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Il y a une dimension idéologique ou voire une dimension un petit peu éloignée de la vie de tous les jours qui fait que c'est parfois plus compliqué de s'en rendre compte.
Je raconte toujours l'anecdote. Alors, je l'ai longtemps raconté de manière imagée, en croyant que c'était une blague. Donc, je faisais ça pour faire rire, mais ça m'est vraiment arrivé. J'ai un jour rencontré un élu qui m'a expliqué que quand même, il lui était arrivé de se faire bloquer derrière un camion de livraison. Je pense que ça nous est tous arrivé dans notre voiture le matin. Élu ou pas élu, oui. Élu ou pas élu. Et donc lui m'a expliqué que quand même, c'est ce jour-là qu'il a réalisé en voyant les portes ouvertes du camion que quand même ces camions qui rentraient vides dans les villes, c'était tragique. Et donc quand je lui ai fait remarquer que probablement vers 9h, 9h30, s'il était vide, c'est parce qu'il travaillait déjà depuis 6h et que donc il était en fin de tournée, ça lui a ouvert des grands yeux. Et alors je suis content que ça vous fasse rire, mais sur le moment, moi j'ai accusé le coup quand même. Donc voilà, ce sont des choses, et ça explique d'ailleurs le succès, j'allais dire le succès rencontré auprès des élus par ces concepts d'entrepôts logistiques urbains, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que ça permet de mieux remplir les camions. Et comme il faut essayer de leur faire comprendre qu'un camion plein qui arrive dans un ELU et va repartir plein, et entre les deux, il n'est pas plus plein qu'avant. Donc voilà, il y a parfois des idées qui traînent qu'on a encore du mal à faire disparaître. Et alors sur d'autres choses qu'on a entendues ce matin, comme la reverse logistique par exemple, c'est une solution pour vous qui est réalisable? Alors nous d'expérience, donc je vais vraiment parler d'expérience Pomona, donc dans l'alimentaire. Ça a été dit tout à l'heure, on ne mélange pas des produits sales, des déchets et des produits qu'on va livrer dans un même camion. Ça pose des problèmes évidents. Donc on est, nous, beaucoup plus focalisés sur des problématiques de récupération de palettes, de rôles, voire de cartons, mais on n'ira jamais au-delà pour des raisons sanitaires évidentes, quoi, de bon sens. L'idée de containers différenciés, hermétiques, étanches, c'est pas réalisable économiquement? Je crains que non. Il y a un problème de coût de camion, il y a un problème de complexité des tournées. Et puis il ne faut pas oublier, ça a été un petit peu évoqué, un des enjeux majeurs que nous avons, nous, c'est le temps passé à chaque livraison. Et pour nous, une des ressources critiques, c'est le temps du chauffeur. Et donc, on fait tout pour essayer de réduire le temps unitaire de chaque livraison pour lui permettre de faire plus de livraisons. Et donc, le temps passé chez chaque client est une denrée rare. Et donc, pendant qu'il récupère des cartons ou des palettes, pendant ce temps, il n'est pas en train de repartir, il n'est pas reparti pour faire une nouvelle tournée. Donc, il y a un vrai optimum à trouver sur l'utilisation du temps chauffeur. D'ailleurs, à ce titre, je pourrais rebondir sur les problèmes de réglementation de transport qui ont également été évoqués. Nos chauffeurs, qui, comme ça a été rappelé, passent plus de la moitié de leur temps en fait, chez les clients à livrer, à manutentionner, sont soumis à la même réglementation que des chauffeurs grande distance qui passent 8 heures par jour derrière leur volant sur les autoroutes au volant d'une semi. Et du coup, ils subissent des obligations du style temps de pause pendant les postes, pendant leur temps de travail, qui sont une aberration à la fois économique et environnementale, et qui n'ont aucun sens sur le plan ni de la sécurité routière, parce que ce n'est pas le sujet pour nos chauffeurs, parce qu'il faut savoir que les temps de pause sont aussi liés à des problèmes de sécurité routière, mais là, en l'occurrence, c'est non pertinent. Moyennant quoi, quand vous avez une obligation de faire un temps de pause de 30 minutes, alors que les créneaux horaires autorisés par les clients sont en gros entre 7h et 11h, cette demi-heure-là, elle a un coût absolument monstrueux, puisque en gros, elle représente 2 à 3 livraisons perdues par le chauffeur dans sa tournée. Donc c'est totalement aberrant, mais voilà, c'est la réglementation et on n'a jamais pu la faire changer. On a évoqué aussi la question du chauffeur dans sa vocation relationnelle avec le client. C'est quelque chose qui peut justement peut-être combler ces temps de pause, parce que temps de pause, c'est temps de pause par rapport à la conduite, pas forcément par rapport au travail. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez une obligation, le camion il doit être arrêté, vous avez le chronotachygraphe qui doit être mis sur temps de pause, et si le chauffeur est en train de livrer et qui se met sur temps de pause et qu'il y a un gendarme qui passe par là, vous prenez une amende, donc vous n'avez pas le droit. Donc quand il est en temps de pause, il est en temps de pause, et chez le client, c'est pas considéré comme un temps de pause. Donc, mais sur la fonction relationnelle, ça veut dire que ça va aussi changer peut-être la formation. On va avoir de nouvelles exigences par rapport à vos recrutements. Ce qui est sûr, c'est que nos chauffeurs sont les salariés de l'entreprise qui passent le plus de temps chez les clients et avec les clients. Et donc, ce sont de manière évidente des ambassadeurs de leur entreprise, pour ce qui nous concerne, de Pomona. Et nous, notre ambition, notre rêve, c'est que nos clients se disent « Ah bah oui, ça, on voit bien que c'était un chauffeur Pomona, c'était pas un chauffeur X ou Y,
parce qu'il y a eu quelque chose de différent. Donc on pense qu'il y a une vraie valeur à ce que nos chauffeurs aient une qualité dans la relation avec nos clients qui soit, si possible, différenciante par rapport à nos concurrents. Et ça, c'est à la fois le recrutement et la culture d'entreprise ? Bien sûr. Les deux cumulés. Bien sûr. Et c'est aussi notre capacité aussi à transmettre les valeurs de l'entreprise pour qu'une fois encore, ça soit un ambassadeur qui soit le plus représentatif. Mais c'est sûr que le niveau de formation initiale du chauffeur, c'est aussi une des dimensions qui n'est pas négligeable. Alors, encore un point, Alain Schnapper, sur ce qu'on a abordé comme contrainte, que ce soit les horaires, la pollution, la taille des camions. À un moment donné, on a dit peut-être, c'est Thierry Allègre qui le dit, quelle compensation pour les entreprises privées de la part du public face à toutes ces contraintes. Vous y croyez, vous ? J'ai le droit de répondre à cette question. Honnêtement. Donnez votre avis. Non, j'y crois pas du tout. Je pense que les pouvoirs publics ont un pouvoir essentiellement réglementaire, coercitif. Il y a un certain nombre de dispositifs, genre espace logistique urbain, sans distribution urbaine, etc., qui n'ont pas de réalité économique et qui donc sont un certain temps sponsorisés par les pouvoirs publics. Je pense que ça ne durera pas éternellement, et en tant que citoyen et contribuable, je m'en réjouis, parce que je ne vois pas très bien pourquoi on devrait subventionner des trucs qui n'ont pas de réalité économique. Ensuite, toutes les réglementations qui se traduisent par des surcoûts, faut appeler un chat un chat. De toute façon, à la fin, c'est le client qui finira par payer. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, ou bien les pouvoirs publics ont la capacité à imposer ces dispositifs à la totalité des acteurs, et à ce moment-là, c'est le client qui payera, ou bien ça n'est pas le cas, et à ce moment-là, ça introduit des distorsions de concurrence, et il y a des gens qui profiteront des dispositifs, qui échapperont à ces dispositifs, et à qui ça donnera un avantage compétitif. Mais quant aux subventions, j'en rêverais, mais je crois que ce n'est pas très réaliste. C'est un peu utopique. J'aimerais que vous passiez le micro à Xavier Moirou. Vous êtes membre du pôle développement économique et stratégie de l'agence urbanisme de l'agglomération marseillaise. C'est un pôle qui remplit à la fois une mission d'observation, d'animation, d'expertise, notamment sur les services des collectivités locales. Quand tout à l'heure Thierry Allègre soulignait ce manque d'harmonisation nationale des politiques de logistique urbaine, ça vous fait réagir dans quel sens ? Manque d'harmonisation dans le sens où il y a aujourd'hui des politiques de logistique urbaine qui sont effectivement très très différentes d'une ville à l'autre. Et effectivement, manque d'harmonisation nationale, je suis assez d'accord sur ce terme. Bon, je peux vous expliquer un peu. Parlez-nous de Marseille. Parlez bien près du micro et parlez-nous de Marseille. Oui, alors effectivement, donc c'est un sujet complexe, la logistique urbaine. Dans l'idée de logistique urbaine, il y a l'idée d'une logistique organisée. Mais effectivement, il y a le deuxième thème urbain. Bon, et ça a été très bien développé ce matin. C'est urbain. À quelle échelle l'urbain ? Bon, moi, je travaille à l'échelle de la métropole. Il y a des grands enjeux logistiques. À l'échelle de la logistique d'agglomération jusqu'à Vitrolles, où on a beaucoup de zones d'activité. Effectivement, après, il y a la question de Marseille et du port et la question du centre-ville. Et effectivement, c'est vrai que les collectivités actuellement sont très focalisées sur la question des centres-villes, qui effectivement c'est à la fois la plus grande concentration de mouvements, c'est là où il y a le plus de dysfonctionnement, et c'est effectivement l'image de la ville, l'attractivité. Donc c'est vrai que les collectivités aujourd'hui sont très focalisées sur ces espaces, ce qui n'empêche que moi je travaille effectivement à d'autres échelles sur la question du foncier logistique. Voilà, et c'est vrai que à Marseille, la logistique a longtemps été abordée un peu comme une composante de la logistique urbaine, de la logistique, justement pour ces raisons. Par exemple, la présence d'un port près du centre-ville fait qu'on a des enjeux qui sont très différents d'autres villes, puisqu'on trouve dans le centre-ville des poids lourds qui viennent du port. Donc effectivement, quand on parle de réglementation, les techniciens ont eu longtemps de la peine à dire on va interdire tel ou tel type de camion dans une ville portuaire, pour dire qu'il y a une différence. Et pour dire aussi que c'est vrai qu'à Marseille, sur le plan de la logistique urbaine de centre-ville, on a des progrès, on considère, techniciens, qu'on a des progrès à faire, en particulier sur la question de la réglementation, puisqu'effectivement, il y a des villes aujourd'hui où ces politiques sont beaucoup plus strictes, comme à Paris, qui est un modèle dans ce domaine, qui affiche en tout cas des ambitions effectivement de bloquer l'accès à la ville. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai qu'à Marseille, quand vous dites modèle, ça veut dire à suivre ?
Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est une politique volontariste. Après, il faut voir le contrôle. Il y a des objectifs, des ambitions qui sont impressionnantes. Après, effectivement, la réalité, il faudrait en parler aux acteurs, me semble différente. À Marseille, on peut dire qu'on a une réglementation qui est beaucoup plus souple. Certains disent laxiste. J'irai pas jusque-là. Mais ce qui est sûr, c'est que on a des éléments intéressants à Marseille. Une zone de logistique urbaine, Sogaris, en proximité du centre-ville, de 40 hectares. Donc, il y a des choses intéressantes qui se font à Marseille. Mais c'est vrai que sur le plan de cette réglementation, c'est aujourd'hui notre enjeu majeur. Alors je dirais que il y a l'approche économique, mais il y a aussi la question des techniciens des déplacements qui travaillent sur les déplacements. Et c'est vrai que le transport voyageur en France a toujours eu la part belle dans les études et dans les collectivités, alors que le transport marchandises est 30% de l'occupation de la voirie, par exemple. Et si on regarde les enquêtes ménage-déplacement, celle de Marseille, elle coûtait 3 millions d'euros. Les pouvoirs publics n'ont pas mis pendant longtemps autant de moyens, notamment sur des études de flux, de compréhension, que sur le transport voyageur. Donc, ce qui explique aussi que c'est des questions qui sont compliquées pour les élus, il faut le dire, mais c'est vrai que jusqu'ici, il n'y a pas eu un investissement suffisant. Toutefois, on fait des choses. Et donc, je dirais la première chose qui a été faite, c'est cette délibération sur le transport marchandises à Marseille en 2009, qui organise toute la réglementation sur le transport marchandises. Je pourrais détailler plus tard. La gamme, on a mené une étude en 2009-2011 très, très riche sur la logistique urbaine. La gamme, je rappelle, c'est l'agence d'urbanisme de la Commission marseillaise. On a un plan de déplacement urbain qui est modèle sur le plan des actions à mener sur les transports marchandises. Mais effectivement, malheureusement, c'est qu'un plan de déplacement urbain. Mais dans les textes, on a effectivement des séries d'actions. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le problème, c'est aujourd'hui d'arriver à l'action. Actuellement, on mène la gamme une démarche qui s'appelle vers une stratégie collective sur le centre-ville, avec la première idée, c'est de faire travailler ensemble Ville de Marseille et MPM devenue métropole. C'est compliqué en ce moment parce que vous savez que la métropole ex-Marseille-Provence se crée, donc les techniciens sont un peu chamboulés et surtout en termes de compétences, c'est vrai qu'il y a une clarification sur ce domaine entre la ville, qui garde quand même une grande partie de l'aspect réglementaire, le pouvoir de police judiciaire, et la métropole. Ce qui fait que, comme c'est tout récent, il y a un tuilage à faire. Donc on a mené cette démarche avec un benchmark des bonnes pratiques en France, une feuille de route commune et la conduite de 2 ateliers, fonctionnement des livraisons espace logistique urbain, avec une série de fiches actions. J'ajoute que... Dans ces ateliers, il y avait des urbanistes comme vous, il y avait des entreprises, Justement, je vais y venir. Il y avait surtout des techniciens, pour l'instant, des collectivités et des urbanistes. Et c'est pour ça que je vais effectivement plaider, pour nous, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la concertation, c'est de créer surtout une instance de concertation dédiée qui n'existe pas pour l'instant. Je vais peut-être vous dire un peu quels sont pour nous les enjeux principaux. Je voulais juste terminer sur la mobilisation actuelle très forte sur le... Parlez bien en face. À Marseille, puisqu'il y a une action actuellement, on a un centre-ville qui se recompose avec Euroméditerranée, il y a certaines craintes des commerçants du centre-ville aujourd'hui sur la perte d'attractivité de l'hypercentre, et du coup il y a une mobilisation très forte aujourd'hui autour de l'idée de zone franche. Donc il y a ce processus effectivement à un volet logistique urbaine, et du coup les techniciens vont peut-être enfin avoir les moyens d'avancer. Donc sur les actions qu'on propose, donc il y en a une quinzaine. Première chose, effectivement, c'est la mise en place d'un dispositif de gouvernance dédié. Donc c'est déjà des techniciens dans les collectivités qui soient monsieur marchandise, qui soient repérés par les acteurs. Aujourd'hui, c'est un peu flou. Une instance de concertation dédiée permanente. Donc, celle de Lyon fonctionne très bien. Donc, on est en train de la monter à travers les collectivités, le cluster logistique. Mais l'idée est d'élargir effectivement aux transporteurs, aux commerçants. Et cette concertation, comme on l'a peut mener jusqu'ici, ça ne se fait pas n'importe comment non plus. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il faut déjà que la collectivité sache ce qu'elle veut.
Donc sur la réglementation, qui est notre objet prioritaire, effectivement, il y a plusieurs enjeux dans la logistique urbaine. Il y a l'enjeu fonctionnel de centre-ville, il y a l'enjeu environnemental, il y a l'enjeu économique d'attractivité du centre-ville. Donc déjà, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Et après, donc, cette instance, elle doit être permanente avec les transporteurs, les commerçants. Donc on est en train de réfléchir vraiment à comment on va amener cette concertation permanente, puisqu'on pense qu'effectivement, on ne peut pas le faire... on ne peut pas faire ce travail en chambre. On a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des outils de concertation élaborés. D'autant plus que votre rôle à vous, à la gamme, donc à l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, c'est d'être force de conseil pour les élus qui vont après établir la réglementation. Donc autant se rapprocher de ceux qui sont les intéressés d'abord pour proposer des choses réalisables. Donc c'est vrai que les agences, on a à la fois un rôle d'observation, donc on nous sollicite beaucoup sur des études techniques, mais aussi d'animation, de groupes de travail. Donc on est un peu dans les deux aspects, mais on n'est pas décideur évidemment. Donc on est un petit maillon de la chaîne de gouvernance des collectivités, quoi. Donc après, l'autre action va effectivement adapter la réglementation des livraisons sur le territoire. Donc c'est le grand enjeu qui se décompose autour de 3 points. Le premier, alors c'est quelque chose qui existe partout, sauf à Marseille, c'est limiter la durée de livraison via la promotion d'un disque horaire de livraison. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Il sera mis en place rapidement à Marseille. Donc c'est quelque chose qui, par rapport aux autres délibérations, aux autres villes, on n'a pas ce critère durée. Donc ça va être mis en place rapidement. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, oui. Aujourd'hui, on peut livrer toute la journée à Marseille. Alors, oui. Et demain, on sera sur un créneau comme disait la Schnapper, 7h-9h par exemple. Il n'y a pas de durée de livraison dans l'arrêté. Il y a la durée d'arrêt, d'accord. Il y a la durée, voilà. Et en fait, c'est pas les créneaux de livraison. Il y a 2 thèmes importants. Arrêt et stationnement interdit à tous les véhicules de livraison en heure de pointe, 7h, 9h, 17h, 19h, en dehors des aires matérialisées. Arrêt en pleine voie interdit. Et arrêt et stationnement interdit à tous les véhicules de livraison supérieurs à 11 mètres entre 7 et 9h. Ça, en gros, c'est les... Mais par exemple, le critère de durée existe dans toutes les autres grandes villes et on va le mettre en place. Le deuxième thème, évidemment, c'est privilégier l'accès à certains types de véhicules, c'est-à-dire selon la motorisation, l'émission de polluants et les gabarits. Donc effectivement, on y réfléchit. Donc vous connaissez tous ce qui se fait à Paris, à Montpellier ou à Lyon, où il y a donc des réglementation stricte. Il y a aussi des incitations. C'est pas forcément de l'interdiction, ça peut être de l'incitation sur certaines heures. Donc moi j'ai le détail. Donc, et troisième point, effectivement, autoriser un partage. Notre partage des aires de livraison. Donc ça aussi, c'est... Voilà. Ensuite, expérimenter les livraisons silencieuses de nuit. Donc là, norme PIEC, on travaille effectivement aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, oui. Voilà. Ça va être réalisable avec des véhicules silencieux et des chauffeurs qui vont être formés pour faire des livraisons silencieuses. Ça existe déjà à Marseille. Il y a déjà, ça fonctionne. La grande distribution fonctionne. Maintenant, c'est quel rôle pour la collectivité pour effectivement... ça pose des questions que tout le monde sait de livraison juridique, livrée la nuit. Est-ce qu'il y a des SAS ou pas pour les... C'est compliqué les livraisons de nuit. Ça a beaucoup de... Mais c'est effectivement, ça a été soulevé, je pense, un enjeu important. Optimiser, aménager les aires de livraison. Donc ça, c'est un travail plus classique. Développer les aménagements de voirie innovants. Donc tout ce qui est espace logistique contrôlé. Par exemple, à Toulouse, il y a des bornes escamotables dans certains quartiers qui permettent de fermer à la circulation certaines zones. Donc ça, c'est intéressant. Pour faciliter les livraisons. Voilà. Les voies à usage multiple. Donc ça aussi, c'est comment on partage entre certaines heures pour les bus, pour les livraisons. Donc à Barcelone, il y a beaucoup d'expérimentations. À Lyon, il y a la rue Grenette, une expérience qui dure depuis 6 mois, donc c'est un autre enjeu. Développer des expérimentations innovantes. Donc on travaille beaucoup à Marseille sur le stationnement intelligent, c'est-à-dire effectivement avec des capteurs qui permettent la réservation d'aires de livraison. Donc ça, c'est un programme la ville est en train de s'équiper, donc elle est très en pointe là-dessus dans son projet, sur tout ce qui est stationnement intelligent. Après, Bilbao a fait beaucoup d'expériences autour de la réservation d'air par Internet. C'est pas forcément facile non plus. Ça demande aussi un équipement pour le véhicule dans ce cas-là, puisque il faut que ce soit en corrélation avec l'installation en fixe. Tout à fait. Donc c'est pas ensuite...
inciter aux livraisons, au développement des livraisons de véhicules propres, donc c'est surtout cargo vélo, mais c'est aussi évidemment électrique, GNV. Il n'y a pas aujourd'hui de station GNV à Marseille. C'est vrai que c'est une urgence, à mon avis, qu'on équipe cette ville en station GNV. On l'a dit, le GNV, c'est peut-être plus urgent que l'électrique, puisque c'est quand même le mode, à mon avis, de report modal le plus important aujourd'hui. Renforcer les moyens de contrôle. Donc là aussi, il y a des brigades spécialisées à Barcelone. À Dijon, je crois qu'ils ont essayé aussi des brigades spécialisées. Ça, c'est un point très important. Développer les espaces logistiques urbains. Donc on a pas mal parlé, la question des centres de distribution urbains. C'est vrai qu'on revient un peu là-dessus. Ce qui nous semble, c'est que c'est le privé qui doit être acteur. C'est vrai qu'on regarde beaucoup ce qui se fait à Lyon avec City Logistique, puisque pour la première fois, c'est un acteur privé qui a fait rentrer une vingtaine de messagers dans son capital. Et donc, il y a effectivement, entre les messagers et le CDU, entre guillemets, bon, c'est 5000 m² à Vaux-en-Velin, il y a un modèle économique, quoi. Donc, effectivement, tout le monde cherche le modèle économique. C'est clair que le CDU de La Rochelle ou Monaco, on ne peut pas faire ça. On voit bien que les expériences en Europe sont parfois mitigées. Par contre, sur tout ce qui est ELP, espace de livraison de proximité, on pense qu'il y a vraiment des enjeux là-dessus. Par exemple, l'ELP Cordelier à Lyon fonctionne très bien. Donc on a 2 projets à Marseille. On a un projet en surface sur ce qu'on appelle le rectangle d'or. C'est entre rue Paradis, rue Breteuil et rue de la Palue. Et expérimenté dans un parking, un ELP. Donc on est en train de faire une étude là, sur les 4-5 parkings du centre-ville pour voir où ça serait le plus cohérent de faire cet ELP. Et puis bon, il y a tout ce qui est les boîtes de logistique urbaine. Enfin, alors ça se développe tout seul, effectivement. Les consignes automatiques. On a une au centre bourse. Là, le privé arrive très fort là-dessus. Et tout ce que vous avez... Dernier point, et puis après j'aurais terminé là-dessus, sur prendre en compte la logistique dans les documents d'urbanisme. Donc ça, on le fait déjà, mais il y a des villes qui sont plus avancées. Par exemple, Paris a dans son règlement une vocation qui s'appelle UGSU, Grand Service Urbain, qui est un règlement type dans le PLU sur les espaces logistiques. À Marseille, c'est zone UEA, c'est-à-dire zone activité, et puis il y a les réglementation portuaire et ferroviaire, mais on n'a pas ce zonage. Effectivement, ce qui est document d'urbanisme est quand même très important pour encourager une logistique propre. Alors, voilà. Quel calendrier pour tout ça, Xavier Moirou? Parce que là, il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses. Vous êtes fixé une réalisation dans un calendrier qui est proche, qui est à moyen terme. Donc on a mené cette démarche là de septembre dernier à février, donc avec ces ateliers. Il y a eu 2 ateliers qui ont fonctionné. Le 3e que je compte lancer est vraiment sur les questions de gouvernance, concertation. Nos techniciens de la métropole sont un peu en lévitation, mais je pense que ça va durer 1 ou 2 mois. On remonte donc ces 2 ateliers. Là, l'idée, c'est d'ici fin 2017 d'avoir fait évoluer la réglementation. Ça, c'est vraiment le chantier majeur. L'étude sur les ELP a démarré. Donc celle-là, on va l'amener. On veut vraiment travailler sur ces projets d'ELP. L'action du CDU, donc on rencontre City Logistique, des acteurs, mais pour l'instant, on n'est pas mûr parce que économiquement, on sait que c'est compliqué et on veut le faire avec les acteurs privés. Mais je crois qu'il y a maintenant une ferme volonté d'avancer, et en particulier sur le centre-ville. Et c'est bien enclenché, effectivement. Voilà. Gilles Pachet, vous voulez bien prendre le micro, parce que je vous ai vu, on vous a tous vu réagir par moment à ce que disait Xavier Moirou. Quel est votre regard à vous? On ne vous a pas beaucoup entendu aujourd'hui, donc dites-nous un petit peu votre point de vue sur ce type de travail que mènent les agences d'urbanisme. Qu'on ne m'entende pas beaucoup, c'est rare, hein, Thierry, mes amis. C'est bien pour ça que je suis étonné. Alors moi, j'écoutais et j'avais en même temps une réflexion, allez, on va lâcher le mot, d'universitaire. Dans tout ce que j'entends, en fait, il y a ce qui sera évoqué un petit peu dans la table ronde cet après-midi sur le développement durable, l'idée de mutualisation. Et en fait, je me dis qu'il va y avoir quand même énormément de travail à réaliser encore pour arriver à faire passer un message auprès d'entreprises qui sera le suivant, c'est-à-dire que compte tenu d'un système de contraintes, compte tenu d'un système d'organisation qui se met en place, de choix technologiques, il faudra apprendre à travailler ensemble, alors que
on sait très bien que certaines de ces entreprises sont en concurrence. Et en fait, on retrouve un débat qui est vraiment un débat, au moins depuis une dizaine d'années, qui secoue le milieu de la recherche, qui est comment faire travailler de manière collaborative autour de schémas logistiques des entreprises qui fondamentalement se pensent dans des schémas de compétition et notamment de compétition commerciale. C'est pour ça que je trouve que ces rencontres sont intéressantes parce qu'en fait, on aborde à la fois la question marketing commercial et la question logistique. On voit très bien qu'il y a un avantage concurrentiel quelque part qui peut se développer à travers la maîtrise d'un service fondé sur une logistique performante. Et moi, je m'interroge toujours régulièrement, et j'interroge aussi mes étudiants, parce que moi aussi, j'ai des étudiants de première année, donc j'enseigne à l'IUT d'Aix-en-Provence, qui ont du mal à comprendre comment des entreprises seront capables de partager des partenaires logistiques qui sont dans une logique de mutualisation, en se disant, mais peut-être qu'ils m'interpellent, mais monsieur, certaines entreprises ont peut-être développé un savoir-faire, une compétence particulière, un service logistique singulier qui les démarque. Et ce que vous nous dites, c'est quoi? Vous nous dites qu'il y a tout un système lourd, complexe, qui se met en place et qui aboutira à ce que certaines de ces entreprises n'auront pas vraiment le choix, devront partager ces sources d'avantages concurrentiels par le biais de la logistique. Et là, en fait, moi, j'ai toujours du mal à expliquer ça à mes étudiants en disant, mais on peut chercher peut-être des sources d'avantages concurrentiels au-delà de dimensions purement maîtrise de la logistique. Mais c'est vrai que c'est un point d'achoppement, et dans ce que j'entends, en fait, ça n'est pas abordé tel quel, mais on sent en filigrane que les questions sont là. Je connais évidemment très bien Marseille, les péripéties de la métropole, du côté aixois. Vous avez réagi quand M. Marou a dit que c'était souple la réglementation à Marseille? Oui, parce que c'est deux cultures qui vont s'affronter, la culture aixoise et la culture... S'affronter, fusionner la culture aixoise et la culture marseillaise. On va voir ce que ça va donner. Elles s'affrontent depuis suffisamment longtemps pour qu'elles se fusionnent maintenant? Oui, je pense qu'on a fini... Voilà, on a fini par se comprendre. Mais ce qui est certain, c'est que quand on prend la situation marseillaise, qu'on connaît historiquement depuis pas mal d'années, et qu'on se dit qu'en effet, je vais utiliser une expression qu'on aborde en recherche, en management, la technique du bricolage. Alors, vu le bricolage, c'est je suis capable d'organiser, moi, entreprise, un système performant parce que j'ai des tours de main, parce que j'apprends par mes chauffeurs. J'entendais ce matin mes chauffeurs qui ont une connaissance topographique du terrain, une connaissance personnalisée des relations avec tel ou tel client. Donc je vais, moi, développer peut-être une compétence particulière. Et c'est vrai que, et notamment dans des contextes difficiles de circulation, je crois que c'est Marseille, c'est la 5e ville d'Europe pour, on est d'accord, le dernier classement, c'est Marseille 5e en Europe pour la circulation encombrée. Et on est, je crois, 11e ou 12e dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est connu. Donc ça veut dire que le bricolage et le tour de main, dans notamment l'organisation de tournées de livraison qui peuvent être performantes, c'est quelque chose qui ne peut pas être comme secondaire, mais qui est pourtant essentiel dans un avantage concurrentiel fondé sur la qualité de service logistique. Comment pourrait-on imaginer que des entreprises, passez-moi l'expression un petit peu triviale, lâchent si facilement le morceau en disant... on va mutualiser, c'est-à-dire qu'on va faire partager à d'autres entreprises qui sont peut-être en situation de concurrence cette technique du bricolage qu'on a mis plusieurs années, par exemple, notamment, à développer, ces tours de main, ces savoir-faire, ces connaissances intimes du terrain. Et c'est vrai que moi qui suis prof de logistique, mais qui également, nul n'est parfait, également prof de marketing, de mercatique, je suis entre les deux, je me dis que finalement, c'est une limite peut-être qu'on a peut-être sous-estimée. Ça a été évoqué un peu par Thierry sur les approches organisationnelles. C'est tous les freins et les inerties au changement. C'est-à-dire que technologiquement, mes amis de jonction seraient capables largement mieux que moi d'expliquer que technologiquement, des avancées sont faites significativement en termes de logistique urbaine, que économiquement, sociétalement, il y a des intérêts à... Mais on s'aperçoit que finalement, quand on discute un petit peu avec des managers d'entreprise qui tiendront un discours dans des tables rondes en disant mais bien sûr, la mutualisation, la mise en commun, la réflexion collective, c'est très important, mais qui ensuite, de manière plus amicale,
plus informels, autour d'un repas, vont dire, si on a développé justement un avantage concurrentiel par une logistique urbaine maîtrisée, on n'a peut-être pas nécessairement envie immédiatement, y compris s'il y a une pression forte du politique, d'aller dans cette direction de la, passez-moi l'expression, collectivisation. Donc je n'apporte pas de réponse, je dis simplement que peut-être qu'on sous-estime certains éléments, mais ça c'est de la théorie des organisations, liés à des inerties et à un avantage concurrentiel à défendre, tout simplement. Voilà, ça c'était simplement ce que je pouvais dire. Et j'ai déjà beaucoup parlé là. Oui. Merci Gilles. Le micro pourrait revenir vers Alain Schnapper parce que j'aimerais qu'il réagisse à ce que viennent de dire à la fois Gilles Pachet et Xavier Moirou aussi sur l'implication des entreprises dans les groupes de travail, etc. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas d'un côté se plaindre des effets de la réglementation et puis ne pas participer, mais en même temps, participer, c'est beaucoup d'investissement pour une entreprise privée. Ah oui, je vais revenir sur ce point de seconde. Je voudrais juste revenir sur cette idée de mutualisation qui a été évoquée par Gilles Pachet. Je crois qu'il est quand même important d'avoir en tête la chose suivante. Bien entendu, les mécanismes de mutualisation sont les mécanismes les plus puissants qui permettent d'optimiser d'une manière générale la logistique, en particulier les livraisons. Et je voudrais simplement rappeler qu'il y a, aux endroits où cette mutualisation peut créer de la valeur, c'est-à-dire à l'intersection de marchés où il y a beaucoup de clients, et beaucoup de produits, beaucoup d'industriels ou autres, eh bien c'est justement là que sont les grossistes. Et donc je voudrais rappeler que les grossistes, et en particulier ce qu'on appelle les grossistes à service complet, c'est-à-dire les grossistes qui livrent, sont précisément les acteurs de la mutualisation. Et rajouter de la mutualisation à la mutualisation, ça ne marche pas. Et donc il n'y a aucune chance. Et donc chaque fois qu'on a voulu faire des espaces logistiques urbains qui consistaient à essayer de mutualiser des gens déjà mutualisés, il n'y a aucune logique économique. L'exemple de Lyon est intéressant de ce point de vue-là. L'exemple de Lyon, c'est effectivement des messagers qui se mettent ensemble pour mieux organiser leur livraison finale. Quand on regarde ce qu'est le métier de messager, ça a du sens. Pourquoi ça a du sens? Pour deux raisons majeures. La première, c'est que les horaires de livraison. Alors, un messager, en gros, ça commence très tôt le matin chez les particuliers. Dans la journée, ça livre aux entreprises. Le soir, ça livre aux particuliers. Ça a des amplitudes horaires énormes. Et donc, l'intérêt d'avoir des plateformes de départ de leur tournée en centre-ville, ça a du sens. Ça leur permet de gagner du temps. Je n'aurai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui. Il y a d'autres cas où ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième enjeu des messagers, parce qu'ils font beaucoup de livraisons aux particuliers, c'est la non-présence, la non-possibilité de livrer, le fait d'être obligé de revenir 2 fois, 3 fois. Et donc sur ces thèmes-là, il y a probablement une valeur à faire de la mutualisation. Donc on peut espérer qu'effectivement l'expérience de Lyon, extrêmement limitée sur ce périmètre-là, a une chance d'aboutir. Et je voudrais enfin, troisième point, souligner le fait que je pense que malheureusement les pouvoirs publics en général se trompent tragiquement de combat. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu, y compris ce qu'on entend sur les intentions de la ville de Marseille, qui me semble très représentatif de ce qu'on voit à droite à gauche, me semble être juste sur le mauvais combat. Et le combat qui va arriver, c'est celui que tout le monde n'a pas forcément vu arriver, c'est en fait la livraison B2C, c'est le e-commerce, c'est-à-dire des livraisons de colis individuels, avec des moyens logistiques pratiquement individuels, qui vont multiplier les livraisons en ville individuelles. Et tout ce qu'on entend sur la réglementation, ça consiste à mettre des bâtons dans les roues des gens qui font des livraisons déjà optimisées, déjà mutualisées, c'est-à-dire qui font des tournées. Donc je rappelle que dans une tournée, alors je vais prendre l'exemple de Pomona, dans une tournée de centre-ville, en moyenne, il y a, on va dire 25 clients dans le camion. Donc chaque fois qu'on met des obstacles et qu'on met des bâtons dans les roues, sans mauvais jeu de mots, de ces camions qui livrent 25 clients, on prend le risque de mettre sur la route 25 véhicules individuels. Et donc le vrai combat, il est autour des modes. Alors je vais dire quelque chose d'horrible, mais je ne sais pas s'il y a des gens de métro qui sont là, mais enfin ils le savent aussi bien que moi. Il y a le combat autour du modèle cash and carry, et du modèle dont la version B2C est le drive. Et ensuite, le combat autour du e-commerce, dont je n'ai pas besoin de vous parler du développement. Et donc, et ça me permet de faire le lien avec la question que vous me posez, tout ce qu'on entend sur les contraintes qu'on est en train de mettre sur les vies humaines, excusez-moi, ça consiste en gros à pénaliser, si je fais la transposition dans le transport de personnes, ça consiste en gros à mettre des bâtons dans les roues des autobus et à favoriser les taxis et les voitures individuelles. Alors, dit comme ça,
je pense que vous n'aurez pas de mal à comprendre qu'il y a peut-être quand même quelque chose d'absurde. Et donc tout ce qu'on empile comme réglementation, ça consisterait en gros à expliquer que les autobus, il faudrait éviter qu'ils roulent aux heures de pointe, parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de véhicules sur la route, donc c'est le moment où les autobus se dérangent le plus. Il faudrait si possible réduire la taille des autobus, et bien entendu qu'ils roulent au gaz. Mais ça, à la limite, c'est vraiment le plus facile dans tout ça. Mais il faut quand même comprendre que toutes les réglementations qui sont évoquées là se résument à ce que je viens de dire. Donc si vous prenez la transposition, je pense que vous voyez un petit peu le caractère un petit peu paradoxal de cette réglementation. Merci beaucoup. Avant de passer le micro dans la salle, j'aimerais que Stéphane Sirgeant revienne sur un point qui rejoint ce que vient de dire Alain Schnapper, sur le point qu'on a finalement peut-être pas beaucoup développé du développement du logistique durable, tout ce qui va être éco-responsable. Tout à l'heure, en ouverture, Alain Schnapper disait que finalement les intérêts publics rejoignaient ceux du privé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voulait moins polluer, c'était aussi mieux rentabiliser les tournées. Vous êtes d'accord avec ce point de vue-là? Vous, avec votre côté, le cabinet Jonction, c'est une structure privée, mais qui travaille beaucoup pour le public quand même. Alors on travaille à l'interface des deux, mais effectivement, alors moi je vais reprendre, puisque c'était l'introduction de mon propos ce matin, sur la définition. En fait, la définition, elle sort de quoi? Elle sort d'une étude qu'on a faite il y a 2 ans avec le Cretlog, où on est allé interroger des entreprises, et on a commencé par leur poser la question sur c'est quoi la veille logistique durable. Alors ils nous ont regardé comme ça en disant oui, d'accord. On s'est aperçu que le terme de logistique durable méritait d'être approfondi, et donc on a interrogé des vraies entreprises d'un côté, enfin des entreprises sont toujours vraies, mais bon, et de l'autre côté on a aussi posé la question à des institutionnels pour refaire votre parallèle entre le public et le privé, et on s'aperçoit que pour une entreprise, je vais le dire de façon un peu triviale, par nature, une logistique optimisée et durable, et ça renvoie à ce que vous disiez, c'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur, qu'il soit transporteur ou qu'il soit grossiste en compte propre, mettre sur la route un camion à moitié vide, c'est une aberration. C'est même pas, vous parliez de bon sens tout à l'heure, mais c'est même pas concevable. Donc, quelque part, il y a un premier niveau en termes de logistique durable qui est d'optimiser les ressources et d'avoir un modèle économique viable. Ce modèle, il va rencontrer un petit peu le modèle de la logistique durable pour les institutionnels, c'est une logistique qui ne nuit pas, pour le faire de façon... Mais c'est quoi une logistique qui ne nuit pas? Ça se traduit par effectivement des émissions de gaz à effet de serre, ça se traduit par de la congestion, ça se traduit par de l'embouteillage, et quelque part on prend un coupable et on dit c'est lui. Pour ça que je disais le camion, des fois je dis encore pire, je dis pas le camion ce n'est pas mal, je dis le camion ce n'est pas le diable. Et quelque part on prend un petit morceau du système, et Daniel ira, je pense, dans mon sens, on oublie les flux de véhicules particuliers, on se focalise sur le B2B, effectivement, en oubliant le B2C qui est très très peu étudié. Bon, il y a quelques études du ministère en cours, justement, mais qui sont toutes fraîches, qui ne sont pas encore publiées, qui sont en cours sur ce sujet-là. Plus que fraîches. Voilà, elles sont en cours. Voilà, donc on a effectivement une logistique durable pour les entreprises qui va se traduire par... c'est l'empreinte de la logistique dans la ville, que ce soit sur le foncier, que ce soit sur la pollution, que ce soit sur l'embouteillage, c'est d'abord une réflexion économique. Et on passe d'abord par la réflexion économique. Et si la réflexion économique est bien menée, la conséquence est que derrière, ça fonctionne. Sur la ville, on a tendance à oublier quand même qu'une ville, ça doit vivre, que pour que ça vive, il faut qu'il y ait des activités, des commerces, des artisans, et que ces artisans, ils ont besoin de logistique pour pouvoir fonctionner. Donc, quelque part, on est dans un système complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'effectivement, les solutions, elles doivent être concertées entre les deux parties pour trouver... Alors, mais après, on a des contraintes physiques. Si je reprends le centre-ville d'Aix, aucun transporteur normalement constitué ne va envoyer un semi-remorque dans les rues piétonnes, pas parce qu'il y a une réglementation qui l'empêche de le faire, mais parce que ça ne rentre pas, parce que ça ne tourne pas. Donc, il faut aussi faire confiance un peu aux acteurs privés, avec un vrai besoin de réflexion collective là-dessus. Et moi, je pense qu'en termes de développement durable, c'est dans le partenariat. Alors, Xavier disait tout à l'heure, effectivement, on travaille sur de la concertation. C'est dans cette concertation. Les 3,5 tonnes ne rentrent pas, c'est idiot. Donc, voilà. Alors, juste peut-être reprendre, parce que c'est des chiffres qui n'ont pas été publiés, mais je pense que c'est intéressant parce que ça va dans votre sens et ça renvoie aux grossistes. C'est des chiffres tout frais. Alors,
c'est tout secteur confondu. Donc c'est sûr que vous et les grossistes en BTP, vous n'aurez pas les mêmes... 70%, voire même 80%, parce qu'on a des gens qui ont des systèmes mixtes, font de la tournée. C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas le camion à moitié vide sur un seul client, ils ont déjà organisé leur logistique. Donc c'est un point qui est important. On est sur des taux de remplissage qui sont entre 80 et 85%. Mais pas pour pas avoir d'impact environnemental, hein, parce que sinon ça... Pour la rentabilité, bien sûr. C'est pas rentable. Hein. Donc il faut tabler aussi sur le fait que... Quand on parle de développement durable, on a tendance à focaliser sur le pilier environnemental en oubliant qu'il y a aussi un pilier économique et que ça va avec, et qu'il y a aussi un pilier sociétal qu'il ne faut pas oublier en termes de création d'emplois, et qui, enfin, notamment, hein, c'est en termes de qualité de vie, enfin, tous ces aspects-là, et que ce n'est pas incompatible de faire les trois à condition de se parler. Alors, d'où l'intérêt, effectivement, de garder le vocabulaire avec acteurs privés et acteurs publics, mais surtout rajouter un mot important, celui de professionnel, faire confiance aux professionnels, quelle que soit la structure dans laquelle ils sont. On va faire circuler le micro dans la salle pour quelques questions et interventions, si vous souhaitez. Oui, bonjour, Philippe Idelovici, inspecteur dans l'Académie de Grenoble. Sur la réglementation édictée par les collectivités territoriales en matière de livraison, une chose est de faire la règle, une chose est de la faire respecter. J'imagine que si les camions de livraison sont en double fil ou en triple fil, ce n'est pas par habitude marseillaise, mais peut-être parce que les aires de livraison dédiées sont occupées par d'autres véhicules. Et que du coup, je m'interroge sur la limite du pouvoir réglementaire d'une commune ou d'une agglomération. Et par ailleurs, j'aurais bien voulu avoir la réaction voilà, sur les propos du directeur de Pomona qui dit au fond on se trompe de point de vue en réglementant comme cela. Alors, c'est une question pour vous, M. Moirou, sur effectivement à la fois les propos d'Alain Schnapper et puis sur la réglementation à faire appliquer pour les véhicules qui seraient garés sur les aires de livraison. Je vais commencer par la deuxième, là, sur les véhicules garés sur les aires de livraison. C'est un problème que je me pose depuis longtemps, c'est effectivement pourquoi la réglementation nationale sur les aires de livraison, pourquoi ce statut de l'aire de livraison qui en fait est accessible aux particuliers qui déménagent. Donc c'est très clair, l'aire de livraison, elle est accessible à n'importe quel particulier qui déménage, qui fait un acte de livraison. Donc effectivement, pour moi, la grande question est la question de la professionnalisation des aires de livraison. Et ce sujet, manifestement, pour des raisons que je ne comprends pas, n'évolue pas. Donc c'est vrai que Toulouse a essayé avec ses couloirs logistiques contrôlés de dépasser ce problème. Mais c'est vrai que pour moi, je ne suis pas spécialiste. Peut-être Daniel, tu pourrais me dire, je ne comprends pas pourquoi on n'avance pas sur ce sujet de la professionnalisation des aires de livraison. Voilà. Après, sur la réglementation, moi, je comprends tout à fait ce qui a été dit. C'est vrai qu'on voit bien que les acteurs logistiques eux-mêmes sont dans des démarches de rationalisation. Enfin, qu'il faut aussi faire confiance aux professionnels. Nous, ce qu'on voit juste, c'est qu'effectivement d'autres villes, donc moi je travaille à la fois sur l'économie, donc sur le développement de la filière logistique, personnellement, donc, et en même temps je représente aussi mes collègues des déplacements sur le centre-ville, où là il y a une volonté de rationalisation, enfin, des déplacements qui est dans une logique plus urbaine, quoi. Donc c'est vrai que les autres villes, enfin je vais vous citer sur Paris, Toulouse, Paris, donc seuls les véhicules normes Euro 6 sont autorisés à livrer à Paris intramuros entre 17 et 22 heures. Montpellier, véhicules électriques non soumis à la limitation horaire des livraisons dans le centre-ville piétonnier. Lyon, tout véhicule utilitaire mis en service avant le 01/01/2001, norme Euro 3, est interdit de circulation sur un périmètre délimité du centre-ville de Lyon. Voilà. Donc c'est vrai que sur Marseille, on a vraiment une réglementation qui est beaucoup plus souple. Et aujourd'hui, on se pose la question quand même aussi, il y a les questions fonctionnelles, c'est-à-dire de circulation. Effectivement, en logistique, on dit il vaut mieux un gros camion que 11 petites camionnettes. Il y a aussi les questions environnementales avec l'effet de serre. Effectivement, les centres-villes concentrent les mouvements. Il faut
qu'on progresse sur la question du réchauffement climatique. Enfin, on ne peut pas avoir la COP21 et en même temps, alors après, moi, je me pose des questions sur les modèles industriels, parce que c'est quand même ça qui est en jeu aujourd'hui, hein, sur le GNV, l'hybride, ça concerne aussi les automobiles. Il faut un moment qu'on interroge le modèle industriel. Pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui de produire des véhicules, ce serait plus simple, qui soient moins générateurs d'effets de serre. Voilà. Daniel Boudouin, un complément sur ce que vient de dire Xavier Moirou par rapport à la question et par rapport à ces couloirs de livraison ou ces zones de livraison. Alors, la livraison et le stationnement dont parlait monsieur est effectivement un problème important. Et en tout cas, c'est le problème majeur aux yeux des responsables d'une ville. C'est souvent au travers du stationnement qu'on commence à penser logistique urbaine. Il faut savoir que dans les cœurs des villes, entre 80 et 90% du stationnement pour livraison se fait au mépris de la réglementation. Donc, c'est probablement un record d'incivilité en la matière. Mais si alors pourquoi les aires de livraison sont mal utilisées, ne sont pas utilisées? Il y a des tas de régions, c'est mal contrôlé, elles sont souvent mal positionnées, mal dimensionnées. Bon, il y a pour ça quelques réponses qui sont recherchées ici ou là. On a cité l'Espagne, Barcelone, Bilbao, qui sont un peu en point de progrès, mais on voit aussi en Italie, Rome, Milan, qui réservent des quartiers entiers à certaines heures. Mais si on se place du côté de la collectivité, et si on a l'ambition de mieux organiser la circulation des marchandises, il n'y a que deux solutions possibles, que deux axes d'action. C'est soit agir sur la réglementation, c'est-à-dire par l'interdit. On interdit à certaines heures, on interdit le stationnement, on interdit certaines motorisations, certains véhicules, ainsi de suite. Ou soit on essaie de mieux organiser ce schéma, ce système. Et qui dit mieux organisé renvoie automatiquement à une rupture de charge. En logistique, entre le producteur et le consommateur, il y a quasiment toujours de rupture de charge. On ne va pas partir de chez un producteur, et à plus forte raison dans l'économie moderne et la mondialisation qu'il y a du producteur pour aller jusque chez le consommateur final, qui est de plus en plus l'individu et non pas le commerce. Donc il faut des ruptures de charge. Une rupture de charge, ça coûte cher. Et c'est environ 1 euro le kilo, il faut savoir. C'est entre 6 et 8 euros la palette, à peu près, la rupture de charge. Si vous transportez du parfum, des sacs 8 ans, ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Si vous transportez de l'eau minérale ou des produits de première nécessité, ça devient beaucoup plus compliqué de faire ces ruptures de charge à proximité de la ville. Donc, il faut que la collectivité s'empare du sujet et déjà réserve des espaces à coût moindre pour les professionnels et voire aide la rupture de charge quand c'est absolument nécessaire au fonctionnement ou à l'attractivité de la ville. Bien, merci. Marc Hervouet. Oui, merci. Moi, je souhaiterais faire part d'une expérience, donc justement sur une tentative de mutualisation de logistique. Donc, je me présente un petit peu plus. Marc Hervouet, je suis grossiste sur le mine de Rungis et j'ai été longtemps président du syndicat de la volaille et de différentes sociétés qu'avaient créées les grossistes. On était capable de travailler de manière collaborative tous ensemble, même en étant en concurrence. On a monté des coopératives, une coopérative financière qui nous a permis de financer le nouveau pavillon. Et on avait une société de manutention, donc issue des vieilles sociétés de manutention des anciens Ford et Halles, qui fonctionnait, où on traitait aussi, on gérait un entrepôt logistique. Donc l'activité principale de la société, c'était déchargement, rechargement des camions. Et à de nombreuses reprises, bien évidemment, les grossistes ont dit « mais on va aller faire de la livraison ».
et on va aller livrer à l'intérieur de Paris. Ça n'a jamais fonctionné. Alors pourquoi ? C'est pas parce qu'il n'y avait pas les flux, c'est parce qu'en fait la chaîne logistique, c'est une chaîne. Et il y a plusieurs acteurs, et à partir du moment où on met différents acteurs, on se met au niveau du moins performant. C'est-à-dire que automatiquement, tous ceux qui étaient plus performants étaient pénalisés par celui qui était toujours en retard. Ça fonctionne pas longtemps. Donc, moralité, chaque grossiste après sortait et allait chercher un prestataire et travaillait en direct avec le prestataire. Donc simplement juste parce que comme vous nous avez parlé d'essais, moi c'est du vécu. Et en fait le problème de la chaîne logistique, si on est en concurrence, on peut travailler ensemble, mais il faut savoir qu'automatiquement, on se mettra en termes, au niveau du moins performant, et vous nous posiez la question en termes d'avantages stratégiques, etc. À partir du moment où vous avez un avantage stratégique et vous avez mis en place des règles et que vous les respectez et vous vous dites « je vais me mettre au niveau de celui qui ne les respecte pas », ça ne marche pas longtemps. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui sera le mot de la fin. Mesdames, Messieurs, merci de votre participation et on vous retrouve tout à l'heure dans les ateliers.